Il y a 2 ans, jour pour jour, je m'envolais avec Guillaume pour ce qui allait sans aucun doute être un des voyages les plus marquants de notre vie, l'Erégatour. Given there's one planet, given that human demand for what Earth can renew is now exceeding, how do we need to make our decisions to be successful? On nous répète tous les jours que nous sommes les décideurs de demain et que c'est notre génération qui saura faire la différence. On ne devrait pas se plaindre qu'on fait de l'argent, qu'on a le droit de détruire plus de valeurs qu'on en crée. On a quelque chose de vraiment résoudre des problèmes. Mais comment mener à bien cette mission sans avoir conscience de l'environnement dans lequel nous évoluons? We can choose to despair, but we can also choose hope. There are a lot of people trying to change the situation of the world right now. Impossible. Il était donc de notre devoir de faire quelque chose pour y remédier. On était motivés à faire changer cette tendance, en menant une action à la fois ludique, marquante et inspirante. Si 2 ans auparavant, on m'avait dit que je voyagerais aux 4 coins du globe pour découvrir des initiatives parmi les plus impactantes de notre monde, je n'aurais pas cru. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait. I think if you care about yourself, you should care about what happens to the world. Chacun a son impact, il n'y a pas de gros impact ou petit impact, il y a juste de l'impact en fait. Donc il faut juste agir. There is no effort that's too large or too small or insignificant. Do something though. And when the time is right, you can always jump in. The young people has the potential to change what needs to be changed. Do something, do something, do something. Chapitre 1. Les faits. Réchauffement climatique, montée des eaux, détérioration de la biodiversité, épuisement des ressources, la liste est longue. On ne le répétera jamais assez, nos modes de vie, de consommation et de production ne sont ni compatibles avec la préservation de l'environnement, ni avec le rééquilibrage social. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'on en a conscience depuis des décennies. Tous les rapports, protocoles et sommets établis depuis les années 50 pour le développement durable nous le démontrent bien. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Yeah, I think when we look at the world, 99% of the people who say we need to have a better world today have an expansionist worldview. They basically think we just have to grow the cake bigger and then we can solve everything, you know? The reality though is we live on one planet and a planet that is vastly overused. That means the cake is quite overspent. And so solving problems by making the cake bigger is not really a big option anymore. We can make the cake better, but not bigger that easily. And so by expanding, we actually make our situation even more fragile and more difficult. So we have to take a totally new approach and say, how can we help people? How can we support the efforts of everybody being able to thrive? While actually we have to reduce our metabolism, we have to reduce the amount of resources it takes, because otherwise we are undermining our ability to live well. So we need to look at the budget of the planet and say, that's what we have. That's how much we have. How do we use that best? So we have to build a regenerative economy as quickly as possible if we want to have a successful future. So when we compare how much we use compared to how much we have, we see now that we use 70% more than what Earth can renew. I would say that's a slight problem. If you told an astronaut, you know, your spaceship, you're using 70% more rapidly than what the spaceship can renew, like your oxygen, whatever it may be, they would say, oh my God, we need to do something. And now we say, oh no, let's buy more iPhones. No, I mean, it's very strange, the situation. So how can we change things? That's a very multifaceted question, because that's psychology and kind of what ideas should we promote, etc. You know? I would say the most significant thing that I would say, if there's just one thing I can ask, is to say, let's no longer say should. Because people say, we should do this, they should do that, should. And when you say should, what you really mean is, I don't want to. You know, say, oh, it's others who need to do it, and it's kind of pointing fingers at others. Let's just say I want. For example, you know, I want to live in a city that just works on bicycles. I want a car-free city. You know, I want a fossil fuel-free city. I want to be powered by solar power. I want, you know, so it's kind of, and then if you really want that, it feels so differently. You say, that's what I want. That's what I want.
We say, oh, it should be. You don't really feel it. So just say everything as I want. And if you don't want, then say it. That's also very inviting and interesting, particularly for the younger generation, because in your lifetime, you will see, hopefully, a dramatic transformation that you can design and that we need in order to be successful. One of the most strange reactions I hear around the world, and I know many people get that as well, is that people recognize, wow, the world is out of control, and the Chinese want more and more, the Americans want to consume so much, it's totally out of control. And then they say, what can I do as little whatever? It's such a strange reaction if you are convinced that you live in the middle of a storm that is getting stronger and stronger. What's the business case of not preparing your boat? So you, whether you like it or not, you'll be the captains of Spaceship Earth, you know? And so the question really is, I want to ask you, what do you want? Je pense que c'est aussi ça qui nous a motivés à faire ce tour. Nous fermons les yeux depuis trop longtemps sur les conséquences de nos actes. Mais si la plupart d'entre nous n'en a pas encore conscience, d'autres œuvrent déjà pour y pallier. I would say that in this impact area, there is a lot to do because we know that a lot of people need different things, and no matter what you study, no matter what you want to do, you probably can do something related to that into impact and make someone's life better. So I would invite you, if you want to engage, go for it, because in the end of the day, you just go to sleep with a smile in your face. I think it's not too late to act. I think we have plenty to do, and the more we do in small areas or small actions, we can generate a really great impact. So if we don't take the charge now and act now, I'm afraid in some years it will be too late. So I would invite to research more or maybe engage. There are a lot of people that we don't know of that is doing great things, and you can be inspired and you can act. L'ONU a mis en place 17 objectifs de développement durable, aussi appelés ODD, qui synthétisent les principaux challenges de notre siècle. À travers ces objectifs, entrepreneurs et autres structures œuvrent pour résoudre les enjeux du monde moderne. D'après les centres de recherche d'instituts tels que la Banque mondiale, le GIEC ou encore l'ONU, nous ferions face à 5 défis majeurs à l'horizon 2030. Défis démographiques, défis écologiques, défis politiques, défis alimentaires et défis économiques. Au-delà de ces 5 challenges globaux, réside un défi transversal qui nous concerne tous directement. Celui de la consommation. Car au final, nos modes de vie sont à l'origine de bien des externalités, alors que nous avons tous le pouvoir de changer les choses à notre échelle. Chapitre 2. Changement. First thing is, environment is nobody's responsibility. So they feel we are a boon to this earth. Actually, we are a liability on this earth. So unless and until people realize that, you know, we are just a guest here. When we are a guest, when we go out of the house, we clean and go. But when human beings come on this earth, they mess it up during their lifetime. So unless and until they change the mindset, nothing is going to improve it. C'est quand même en vrai pas
toujours facile quand on travaille dans ce secteur, on dit beaucoup de choses et ça peut être aussi déprimant parfois. Plus on fait un état des lieux de la situation, plus c'est aussi parfois pesant et on pourra avoir envie de se dire moi aussi j'ai envie d'être plus légère dans ma vie et de penser à des choses plus gaies, mais au final, quoi qu'il se passe et quelle que soit la façon dont la situation évolue, je me dis que j'ai envie de me lever le matin tous les jours parce que je sais que je contribue comme je peux à faire quelque chose, à essayer de construire un monde différent pour demain et que si tout le monde faisait ça, et ben, peut-être que ça irait un petit peu plus vite et donc je pense que ça contribue au fait de me faire sentir bien aussi et d'être plus heureuse, même si c'est un bien grand mot, de me sentir alignée entre ce que je fais et ce qui est prévu. On a tendance à dire, et pas forcément à tort d'ailleurs, que c'est de la faute des grands groupes et des grosses industries si nous en sommes là aujourd'hui. Mais quand on prend suffisamment de recul et qu'on se questionne sur le moteur de ces activités, on réalise que c'est nous, clients, qui sommes au centre de ces productions. Et qu'on le veuille ou non, cette position de consommateur nous confère un pouvoir d'influence énorme sur l'économie globale. Mais encore faudrait-il qu'on en ait conscience, puis qu'on l'utilise à bon escient. Nous avons tous un mode de vie différent, et pourtant c'est identique. Nous vivons dans une maison ou un appartement en briques, plus ou moins bien isolé. Nous faisons plusieurs dizaines de kilomètres en voiture ou autres transports motorisés chaque semaine. Nous consommons de la nourriture transformée, voire retransformée par l'homme, parfois de la viande, plusieurs fois par semaine. À quelques points près, chacun se reconnaîtra dans ce mode de vie. Et pourtant, si chacun vivait comme ça, il faudrait entre 3 et 4 planètes Terre pour survivre. Après ce constat, il paraît évident que nous sommes tous en mesure de changer au moins une habitude pour apporter notre contribution à la transition écologique et sociale. Manger local ou le moins transformé possible, consommer moins de viande rouge, modérer sa consommation d'énergie, se déplacer en vélo, en transport en commun ou en électrique. Bref, des centaines d'alternatives à nos modes de consommation actuels se présentent à nous. Mais il faut en prendre connaissance, puis les adopter. Chapitre 3, ESS. À nous entendre, on pourrait croire que nous courons à notre perte. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour inverser la tendance. En effet, des millions de personnes dans le monde s'intéressent de plus en plus aux enjeux de développement durable et sont passées à l'action. Mieux encore, il existe déjà une multitude de solutions qui contribuent socialement, environnementalement et économiquement à améliorer durablement le monde dans lequel nous vivons. Au cours de l'Erigatour, on a pu rencontrer une poignée de ces acteurs du changement, qui n'œuvrent pas forcément dans les mêmes domaines ni à la même échelle, mais qui présentent pourtant tous un point commun, une volonté et une détermination d'avoir un impact positif durable sur leur environnement. Attends, mais en fait, c'est quoi l'ESS ? Les mieux placés pour te répondre, c'est les entrepreneurs. Yeah, I think social entrepreneurship is a wonderful venue because it brings together the best of both worlds. We people are incredibly creative and we like to be creative and entrepreneurial, and that needs to be celebrated because that's how we solve problems. The sad part is that it's only taught at business school. It should be taught everywhere, like how to organize yourself, run projects, how to have performance systems, how to kind of organize a business plan, how to make things viable. Because if things are not viable, if they're financially not viable, they cannot be replicated. So it's very important, I think, understanding entrepreneurial skills is vital for everybody, I think. So that's kind of one side. And then at the same time, there are also the challenges that we have, that we need to solve. So what a world would we be in if we could actually bring that incredible human spirit to solve the toughest problems? And that's what social entrepreneurship is about. In a world that is going through huge changes, and it's
is not going to stop. A process that started with the globalization and is going to be more intense every year. And we are also going through huge challenges when we look at society, disparities between minorities or majorities, when we see inequality of gender, of race, of access to finance. And we're also facing huge environmental and climate challenges all over the world. And what happened is that the main systems that are running the world, the political systems, the governments, the huge companies, they are not moving fast enough to face these challenges. So I guess entrepreneurship, not only as a tool but as a mindset, has emerged on this scenario as a way of people to create solutions for society on a very faster scale than what government and companies could do. People that are creating like change for the world, we call them pioneers. They're struggling. It's not easy. It's not easy to bring a shiny and positive idea that can shift a system to a world that not always wants to change. So when governments fail, that's when entrepreneurship rise. That's what I believe. For me, a social enterprise is a business that is profitable and continues to add value to the people that they try to operate for. Right? The question is, you have the passion and you have a great idea, but let's talk about sustainability, right? Because you cannot help people if you don't help yourself. And that's a big thing that we're trying to frame for the entrepreneurs here in the Philippines, that beyond anything, they are an enterprise, and an enterprise is a business, right? On ne parlait pas encore énormément d'entrepreneuriat social, ou en tout cas pas sous cette forme. Et par hasard, je suis tombée sur un livre qui s'appelait 80 ans pour changer de monde. C'était, je pense, un des premiers tours du monde de Changemakers qui avait été fait. Et là, ça a révolutionné ma vie. Parce que, en fait, c'est possible de quand même faire de l'entrepreneuriat social, quand même d'être excité par le challenge de monter une boîte, mais de vraiment servir à quelque chose, de vraiment résoudre des problèmes. Et puis avec le temps, je me dis, en fait, c'est juste tout simplement la façon dont on devrait faire du business. On ne devrait pas, sous peine qu'on fait de l'argent, avoir le droit de détruire plus de valeur qu'on en crée. On ne devrait pas avoir le droit d'avoir un impact aussi négatif sur l'environnement, sur les gens autour de nous. Et donc du coup, plus on aidera d'entrepreneurs sociaux à prouver que leur modèle il est viable et à faire de l'argent aussi en ayant un impact positif avant tout, plus les business models classiques, on va dire, deviendront obsolètes, hors d'état de nuire. J'ai construit tout mon parcours sur l'entrepreneuriat social depuis que j'ai découvert ça quand j'étais en première année. J'ai découvert ça par une association qui s'appelait Enactus, et j'ai trouvé ça exceptionnel. L'idée de pouvoir utiliser l'outil qui est l'entreprise pour pouvoir construire l'impact, avoir du sens dans ce qu'on fait, construire du sens au niveau personnel, et puis au niveau professionnel, utiliser vraiment le profit qui ne devient plus une fin en soi, et l'utiliser en tant que levier d'impact. Je trouve ça extraordinaire. Entrepreneurship should be social at all times, right? There shouldn't be a distinction between, oh, you know, this is an enterprise that makes sure people's welfare are addressed, right? I don't actually want to see the distinction anymore, but you know, the reality is there's still a distinction, right? So that's why we still have social entrepreneurship. But the goal is to remove that. But a good, a just enterprise will make sure people, planet, prosperity is achieved. You know? So prosperity is spread across stakeholders, not just with a capitalist or with the founder, but shared with the employees, with the other shareholders or stakeholders. So for me, that's social entrepreneurship. Je voudrais dire une chose d'abord, c'est que on oppose trop souvent les logiques de SS, d'économie sociale et solidaire, de développement durable, à des métiers qui sont considérés comme plus lucratifs, comme plus technologiques, plus intéressants. Il y a une chose qui est vraie aujourd'hui, c'est que par exemple l'intelligence artificielle, les cryptocurrencies, tout ce qui fait rêver les jeunes qui sont en école de commerce aujourd'hui ne sont pas du tout incompatibles avec les logiques d'économie sociale et solidaire, de développement durable. Aujourd'hui, on développe des solutions extrêmement technologiques, à la pointe de la technologie, à des fins qui sont des fins solidaires, etc. Donc je voudrais dire une chose, c'est que c'est pas du tout incompatible de faire partie d'un monde
très intéressant, très mouvant, très dynamique, même très lucratif, et pourtant de rentrer dans des logiques d'aide aux autres. Il y a un proverbe africain qui dit « Un arbre qui tombe fait plus de bruit que toute une forêt qui pousse ». Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, les médias présentent l'arbre qui tombe et on parle beaucoup de ça. Et on oublie bien souvent tout un tas de petites choses qui poussent, qui existent. Et ma vision du monde, c'est de me dire à travers le monde, à travers les continents, il y a des tas de gens qui sont ces petites pousses, qui sont là et qui sont dans des domaines très différents, qui sont dans le domaine de l'art, qui sont dans le domaine de l'agriculture, qui sont dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du tourisme, enfin. Et ma vision du monde, c'est de dire, faut pas s'arrêter aux arbres qui tombent, enfin, qu'on met toujours en avant de la grosse agriculture, de tout un tas de choses, et de dire non, il y a des tas de petits arbres qui poussent sans faire de bruit et qui sont un signe d'espérance pour le monde demain. Et c'est là qu'est la vraie vie, et c'est là qu'est l'espérance pour demain, si les plus gros leur permettent de vivre. Il y a une génération de personnes, de jeunes ou moins jeunes, qui se disent tout simplement « Moi j'ai envie de relever ces défis sociaux et j'ai envie de construire des projets qui peuvent avoir l'impact nécessaire pour justement faire changer les choses sur long terme et vraiment avoir un impact positif sur les écosystèmes, que ce soit sur les personnes ou sur l'environnement. » A lot of people think that social entrepreneurship, startup, social impact are just, buzzwords that are going around the country or the world, and these are things that will pass, but it sort of isn't actually. If you really think about it in a more deeper perspective, you will see that these are not just buzzwords that are here for like a couple of years. They're actually concepts that we need to integrate and to understand fully, because it's actually saving the world, Maintenant que c'est plus clair, reprenons. L'énergie renouvelable, la microfinance, la permaculture, l'économie circulaire, l'inclusion sociale, l'habitat durable, l'écotourisme ou encore les B-corporations. Autant de sujets qu'on a voulu mettre en avant durant notre tour dans le but d'informer, d'inspirer et à terme, d'agir. Avant d'aller plus loin, laissez-nous vous donner un aperçu de certaines thématiques découvertes aux 4 coins du globe. Commençons par l'Inde, où nous avons découvert la permaculture avec l'ONG Aranya et sa cofondatrice Padma. So I'm Padma Kopla. I'm the CEO of Aranya Agricultural Alternatives. 30 years back, so Narsana and myself, we worked in one of the organization. There Narsana started developing permaculture farm in that area. Then we thought, why can't we implement it? So we believe in the permaculture, we have to do it. So then whatever the savings, little savings we have, we bought this piece of land. So we don't have any resources by the time when we started. It's like empty with rocky stones. I think you work with nature rather than against. So that is one of the great guiding principle of permaculture. So exactly based on that principles, the Aranya Agriculture Alternatives today is working. I think the health is very important issue now. It has become to everybody. The health is in crisis because the wrong food the people are taking, particularly the women are vulnerable to this kind of situation, and lot of synthetic chemicals being used in fields. I think they are the first victims of entire system, entire society, and particularly the children. What kind of food we are giving, I think that food is totally malnourished and people are not able to get good food, healthy food. So that kind of permanent systems we are trying to inculcate in the minds of people. So that is the message from my side. I think today we are not deficient in getting these things and food and money, but we are deficient in the nutrition. Aranya is the name, in English word it says forest. The genesis of the production system, genesis of the agriculture, it came from the forest. And we are not talking about the conventional agriculture, we are talking about the alternatives. Like what is the conventional agriculture? Monocropping system using chemical fertilizers and pesticides. We don't want to do the same kind of thing.
We want to do the alternative system. So alternative health, alternative agriculture, alternative lifestyle. This is what required at the present scenario of the environment. We will do lots of activities in the rural areas. We work with the communities in 60 villages, around 3,000 women farmers. There, when you are working with the communities, always there is a food security issues. We have proved that if you have piece of land, you can grow your own food. So after 1 year, 2 years, when we start supporting to develop their own land, so bush clearance and restoning and ploughing the land, seed sowing, when you start these things, within a 1 year time, they start having 6 months food security. This farm has been developed in such a way that all 365 days, it gives the fruits. All fruits, vegetables, leafy vegetables and gourds, all kinds of vegetables. And then cereals and the chicken and goats. So everything we can get from this farm. I feel like abundance. Like, what is that more you want? If without money I can live in this place. I need to do my physical energy to invest to take care of the plants, and plants will take care of me. Not only me, it's like it can feed a 30 to 40 members in this farm if you stay regularly also. Namaste, I'm Shailendra. I do follow natural living. So coming to food, mostly I'm a raw vegetarian. I'll be on fruits and vegetables. If it comes to clothing, I don't wear any synthetic fabrics. I only wear natural, handmade, rain-fed cotton, natural dyed. Like carbon footprints increases in this all chain. So I cut away many things and I stick to unstitched fabrics. This will help a lot of energies. Dyed fabrics require a lot of water, a lot of chemicals. That water will pollute the environment and the rivers. I also educate people whatever I practice. I make enzymes. They are nothing but fruit vinegars. They can be used for all our cleaning purposes, like for washing our toilets, for mopping the floor, for body wash, for hair wash, for room sprays. For everything we can use that vinegars. No, permaculture is not only agriculture. Those who are living in the city, you have to be conscious about the resources. The consciousness about the natural resources, it's a lifestyle. To live and to work, we need a small quantities of food. We don't need big quantities of food. And then even everything, conscious about the using of chemicals in bathrooms and toilets, wherever you are. Just there is alternative systems. Why don't you try it? It's very clean. You don't need to bring chemicals into your home. And if you are living in apartments in the cities, whatever the food which you are eating, where it is coming from, who they are growing, how they are growing, you should have a contact with the people those who are growing, and the consumers and producers relationship need to be improved. Like it's a consciousness. If you just started at home and thinking about what I am using at my home and how it is working on our bodies, like this we start calculating everything. There is something we need to rethink about our food, what we are eating. What brought me to this course is my realization that there are so many things that we could probably change in our lifestyle. When I first heard about the course, that was the first thing that came to my mind, that okay, maybe someday I'll buy a plot and I'll do my own farm. But in the interim, maybe I can inculcate those various elements of Parma in my own lifestyle, in my urban lifestyle. When I became a parent, I felt the need to give my children a better, healthy life. And the food is a very key element to our lifestyles. I mean, we know there are pesticides, we know there are a lot of chemical interventions in our food cycle, but we do not know what to do about it. I mean, while we try to make changes, but we do not know the right way. And this is also inculcating in them the values of being close to nature, which is the right way to live. Because permaculture believes in growing as much as you can consume and also giving a fair share back to the earth. We are staying on this earth, and this is not just for us. There are many generations still ahead. We have to leave space for them as well. So it's our responsibility to use the natural resources legibly. Like, you should give the value for the resources. You should not just live a lavish lifestyle.
Because earlier, whatever we take from the nature, we used to give it back. But now, we are just taking it in a greed. Because of our greed, we are spoiling, exploiting the nature. So it's just awareness, right thinking, right living. That's it. I think we have to be in fair share. Whatever the resources are available, it gives something. Whatever we consume, again we have to give back to the soil, then we can see the results. So we have to build the soil health. So that gives you lots of food. We don't need to bother about the food security when the permaculture practices if you apply. If you believe in it, then we don't need to talk about quality of nutritional food security. If you take care of the soil health, you will get the food security. And your job is to sow the seed, take care of them. They will take care of you. That's the only we can sustain. Allons maintenant en Afrique, et plus précisément au Sénégal et au Cameroun, où nous avons rencontré professeurs et structures spécialisées pour parler de microfinance, cette alternative au système bancaire, à la fois inclusif et levier de développement pour les populations les plus fragiles. Bonjour, moi c'est Boubacar Sall et je travaille sur le thème de la microfinance. Évidemment sur la performance financière et sociale des institutions de microfinance au Sénégal. Je vais emprunter la définition de Poursat et de Boye en 2006 qui définissent la microfinance comme étant l'ensemble des services proposés à des individus qui sont exclus du système financier classique. Si on fait un peu l'historique de la microfinance ou du microcrédit, on va remonter jusqu'à notre cher fondateur du microcrédit, Mohamed Younous, qui est au Bangladesh, mais je pense que ça remonte, ça date depuis cette date-là. Je pense que la microfinance, c'est avec les tontines et ainsi de suite. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de sortir des femmes d'une situation très précaire en leur proposant une somme de $27 et qui étaient dans le besoin, qui étaient considérés comme des gens qui ne payaient pas des dettes. Et lui, ce qu'il a prouvé, il a prouvé le contraire, que les pauvres pouvaient bel et bien rembourser les dettes. Bon, la problématique, c'est quoi? En tant que chef d'entreprise depuis plusieurs années, j'ai dû donc constater qu'il y avait trop de problèmes d'accès au financement. Comme je vous ai dit plus haut, moi j'ai commencé même au bas de l'échelle. Donc les particuliers, les entreprises, on n'avait pas accès facilement au financement. Petit monde que vous êtes allé voir au marché, c'est pas toujours évident. Donc je pense que la microfinance est venue un peu à son heure parce que quand même, il faut le dire, les banques classiques et les programmes d'ajustement structurel ont essuyé sur leur programme de lutter contre la pauvreté. Maintenant, la microfinance est venue dans les années 1970 pour un peu pallier à cela. Parce que ce qu'on avait considéré que les pauvres n'avaient pas accès au crédit. Et pourquoi? Parce que les banques étaient un peu contraignantes, qui demandaient des garanties, il faut être solvable. Tout ça, les pauvres n'avaient pas ces moyens-là. Et maintenant, il faut qu'il y ait une institution qui va prendre des risques avec les pauvres, c'est-à-dire de donner des crédits et pourquoi pas de dire je vais risquer ces crédits-là. C'est ce qui s'est passé avec la microfinance. La microfinance permet à ces gens-là d'être un peu autonomes. Alors, quand tu as accès au crédit, tu éduques normalement tes enfants. Tu permets à tes enfants d'aller à l'école. Tu permets de payer, d'être autonome, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que la microfinance a une importance capitale dans le monde entier, surtout les pays qui sont en voie de développement, pour avoir le Sénégal. Ces femmes que vous avez rencontrées sur le marché, on s'est rendu compte que parfois, c'est des petites sommes qu'ils ont besoin pour faire fonctionner leur activité, qui va vous dire j'ai un problème de 10 000 francs, j'ai un problème de 20 000 francs, j'ai un problème de 50 000 francs CFA, j'ai un problème de 100 000 francs. Donc on s'est rapproché d'eux et on a donc créé le produit MUSO, qui est mutuelle de solidarité, au sein duquel on rassemble un peu toutes ces femmes. On les reçoit ici, on leur donne une éducation financière. Et puis une fois qu'elles ont adhéré donc à la mutuelle, on les forme avant de passer donc au financement.
Et au quotidien, on les suit, comme vous voyez là. Ça veut dire que par la suite, il y a une collecte sur le marché pour le remboursement hebdomadaire, quoi. Oui, moi c'est Madame Dia, ici Béatrice Marie-Gertrude. Oui, je vends les vivres faits en général. Il y a même celles que je peux acheter occasionnellement. Ça veut dire qu'il me faut un grand capital. Je fonctionne spécialement dans le plantain, le piment et le ginseng. J'achète pour revendre aux gens qui détaillent. Là, moi-même, je ne détaille pas. Je fais ce qu'on appelle système de lancement. L'avantage que j'ai, c'est d'avoir mon propre capital. Parce que tant qu'on a son propre capital, on peut aussi avoir beaucoup de marchandises et beaucoup d'opportunités, parfois un peu plus moins chères que lorsqu'on veut prendre un crédit. Donc quand j'ai d'abord une force, quand moi-même j'ai d'abord mon capital. Sans capital, parfois on te fait le chantage sur la marchandise. Une marchandise que tu pourrais prendre peut-être à 20 000, on te dit de donner 25 000 parce que tu vas payer après une semaine. Ça veut dire que ça revient un peu plus coûteux. Donc la microfinance me permet souvent d'être un peu forte dans ma manière de discuter ma marchandise. Action Finance d'Afrique nous aide d'abord pour développer notre activité. Je vous ai bien dit que j'ai commencé dans l'huile simplement. Déjà adhéré dans Action Finance d'Afrique, j'ai ajusté l'huile raffinée et les vivres. Pas seulement le manuel, parfois j'achète des plantains. Bon, tout ce qui peut me rapporter, quoi, juste pour gonfler mon chiffre d'affaires et aller un peu plus vite dans mes projets. En dehors de l'argent qu'on nous remet, ce que nous travaillons, nous épargnons, ça veut dire nous épargnons et nous continuons à tourner et nous remboursons sans problème. Puisque même présentement, on a des économies là-bas. Donc, ils nous tracent un chemin dans lequel nous pouvons suivre. Quelque part, il y a des enseignements, il y a des conseils. Ils nous apprennent comment est-ce qu'on peut mener une activité et être bien dans l'activité. Et nous suivons ces pas-là et ça donne. Parce que quand j'ai commencé avec 10 fondés comme ça. Maintenant, je prends 30 femmes, 35, 40. Donc, je suis même en train de vouloir évoluer plus que ça parce que je leur ai dit de m'augmenter l'argent. Parce que j'ai envie de faire ça, de classifier, envoyer même en Europe. Parce que ça passe beaucoup en Europe. Et les gens en profitent. Eux, ils viennent acheter chez nous. Ils partent s'asseoir, ne souffrent pas. Nous, on finit de faire la matière, ils prennent, ils partent classifier, ils profitent. Moi, nous-mêmes, on veut faire comme ça pour être un peu dans le marché. La microfinance essaie de lutter contre la pauvreté et c'est avec la microfinance qu'on peut atteindre même ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Il y a le chômage qu'il faut éradiquer, il y a la pauvreté, il y a la malnutrition, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que pour cet aspect-là, la microfinance, je dirais, l'entrepreneuriat a son rôle à jouer. Faisons désormais un tour aux Philippines et de nouveau en Inde, où nous sommes allés à la rencontre de la célèbre ferme enchantée Gawad Kalinga, près de Manille, et de High Village, à New Delhi, pour mettre en avant la thématique de l'inclusion sociale. I am Shannon Kadka. I am the CEO of the GK Enchanted Farm. It is both a movement, but also a radical dream that one day, someday, we can end poverty for 5 million families by 2024. It just started with this dream. Matter of fact, we're known for building these colorful, sustainable, holistic communities with homes and water systems and clinics and schools and roads and electricity built all over the country
But our journey started without building a single home. It started with us engaging the youth, engaging very troubled youth in one of the biggest slums in the country. And it started with just seeing the potential that was there, the productive potential, the potential for doing so much good. And our founder, Tony Meloto, he was working with these youth, working with these people who had very challenging pasts, robbing buses and going into gangs, young ladies who have been raped in their teenage years. So a lot of pain, a lot of challenges. They had to really rehabilitate. All he did was to say, you know, you don't have to go through down this very difficult path. You can chart a path for you to become productive members of society, good members of society. And many of them said, yes, I want to do that. And that's when we realized that there is no person in this world who is born with a gun in his hand. We all have the innate capacity to do good. And this is what we were able to unleash in our people many years ago. But the first phase of GK, the first 7 years was really about social justice, land for the landless, homes for the homeless, food for the hungry. And that was characterized by the building of our communities, and we're still doing that today. That's what kind of got us to where we are today here in the Enchanted Farm. Not just because we were able to build homes, but our true intention is to build people. And that's all to say, Gawad Kalinga is a Filipino term to mean to give care. We're not here to give homes, we're not here to give money, we're not here to give enterprises, we're here to give care. And if we start there, everything else will follow. In 2010, it was very clear to us that it was time to explore new ways of creating sustainability for our organization and for our communities. So we also tried to go into, instead of just building from the acts of philanthropy, we also went into acts of enterprise and sustainability. And that's where we come in the GK Enchanted Farm. No? We tried to articulate now a new model where no one is left behind. We call it Walang Iwanan Economics. Walang Iwanan means no one left behind. How can we build a new template where business is not the enemy to development, but business as a whole, enterprise as a whole, is actually a tool for ending poverty? So hello, I am Alman Sir Usman from Zamboanga City. They call me Mash. I am one of the qualified from Zamboanga City. We came here not just to study for our own. We came here to study for our family and especially for our community. Because we will start the step how are we going to end the poverty in our community, especially in the Philippines. So what did Seed Philippines change my life is the mindset and the heart of being a Filipino to think about not just only for myself, but also to think about how can I serve my country and able to empower the lives of my community, uplift their lives also. I am Arya and I am part of iVillage. I represent iVillage, a social enterprise which works for women employment in the rural village. 2015, we decided to go on a self-sustainable model. We work in a way where we get big brands to partner with us and we make products for them. And we train the people, the first time bread earners in the family, these women who have never stepped out for anything. We get them to come to our center where we train them and they earn and then they partner
in their families. They eventually, most of them are raising their kids all by themselves through iVillage. Now we have standing order for about almost 90,000 suit covers, which means we'll be able to provide employment to almost 500 ladies within this year. Indian economy is growing, but then the villages are not growing. And if he can do something to give back, because village is where he comes from. So, and he realized that when we educate a woman or a girl child, we educate two families, the existing and then the where next she'll be part of. So he decided to come back on early retirement and create Pardana Pardadi, which is education for girl child. So that the girl develops and the whole area develops with her. We have areas where we make products in home decor, soft furnishing, corporate gifting, all eco-friendly products. Since we use fabric, it's all eco-friendly, there's no plastic or metal used. We use a lot of waste, we do the upcycle products. We started the school to give training to girls so that they can earn money. So, and why we started this one, because so many girls wanted to go for higher education, but few girls, they don't want to leave Anupsar, they don't want to leave their parents. So we need to find a job for them in Anupsar. So we started this one. See, I am working here for last 18 years. Okay, now I enjoy the life here. Because the main thing is that when the girls graduate and started working somewhere, and sometimes they get a call from them, sir, because of you I am here, that gives me enough satisfaction. Dans cet extrait, Gawad Kalinga et iVillage agissent en faveur de l'inclusion sociale par le biais de l'éducation, l'autonomisation de la communauté et la manufacture. Mais nous avons aussi rencontré d'autres structures qui œuvrent pour le développement local par le biais du numérique et de la technologie. Durant la seconde partie de notre tour, nous nous sommes rendus en Équateur, accompagnés de l'agence de voyage Emotion Planet sur la thématique de l'écotourisme. Cette alternative au tourisme de masse qui repositionne la découverte des individus et de leur culture au centre du voyage. Alors, mon nom est Henri Leduc, ça fait 26 ans que j'habite en Équateur. Je me suis consacré durant toutes ces années principalement à l'écotourisme. L'écotourisme, pour moi justement, je pense que c'est l'avenir du tourisme. Je suis absolument contre le tourisme de masse, qui pour moi est un tourisme qui démolit, qui contamine et qui modifie justement énormément à la fois les paysages bien souvent et très souvent également les gens qui vivent dans les endroits que l'on visite. Ici, nous sommes dans un endroit, comme je vous ai déjà expliqué, qui a été dégradé par le tourisme de masse. Ici, avant, c'était un village tout à fait authentique, un village indien. Et actuellement, il a été envahi par les hôtels, les restaurants, et le village a simplement disparu. Tout le village, tous les gens qui vivaient ici ont dû immigrer. L'écotourisme a le gros avantage de préserver les cultures, on essaie de préserver les paysages, on fait attention évidemment bien sûr à tout ce qui est écologique, de donner évidemment des ressources à ces villages qui sont en train de disparaître. Et pour moi, le plus gros avantage de tout ça, c'est que les gens qu'on visite reprennent confiance, reprennent même une certaine fierté de leur culture, parce que évidemment les voyageurs
qui les visitent montrent de l'intérêt évidemment. Alors tout d'un coup ils se rendent compte que, mais tout compte fait en fait, oui, nous avons une culture qui intéresse d'autres personnes, qui intéresse le monde. Et ça, donc, ça les fortifie, comme je vous l'ai dit d'abord, au point de vue ressources additionnelles pour que les villages puissent survivre. Parce que bien souvent, ces villages s'étaient occupés à se faire déserter. Les hommes devaient aller travailler à la ville, les femmes également. Les enfants n'étaient plus fiers d'être justement indigènes. Et grâce en fait aux visites que nous faisons chez eux, eh bien, ils sont à nouveau fiers parce qu'ils se rendent compte évidemment que le monde s'intéresse à eux et s'intéresse à leur culture. Ma vision du monde, c'est ça, c'est que la richesse de la vie est plus vers justement contact avec nos semblables. C'est ça qui nous apporte beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de philosophie également. Et petit à petit, on s'est tourné vers le tourisme communautaire qui, en différents aspects, est certainement plus intéressant de la part des indigènes parce qu'ils sont chez eux, c'est eux qui reçoivent. Ça a été beaucoup plus facile et, disons, plus rentable aussi parce qu'ils font parler au niveau économique. Alors, quand je parle de tourisme communautaire à Calpi, on a principalement 3 projets aujourd'hui qui fonctionnent. Et pour l'avenir, il y en a d'autres en vue. La Moya, un musée sur le thème de la montagne. Palacio Real, il a son musée du Lama. Et puis on a maintenant une hacienda qui a un double objectif, à la fois d'avoir un jardin andin pour que les touristes connaissent ce qui était l'alimentation et la médecine à l'époque des Incas, et l'autre partie serait un lieu de mémoire de ce qu'a été la vie des indigènes à l'époque des haciendas. Au niveau des impacts, alors bien sûr il y a un impact économique. L'autre aspect qui me paraît presque plus important et qui n'est pas financier, c'est qu'en travaillant avec les gens, ils ont récupéré leur culture. Un jour, les touristes rentrent et me disent « La guide nous a dit, depuis qu'on a le projet de tourisme communautaire, on est fiers de notre culture et on n'a plus honte de la partager avec nos enfants. » Le tourisme peut être quelque chose de merveilleux, ça peut être aussi une destruction de la culture, des choses de ce genre-là. Donc il faut être vigilant sur cet aspect d'avoir un tourisme qui soit un lieu vraiment de rencontre entre gens et cultures différentes, donc qui ne soit pas un tourisme de masse déjà, et qui reste à une échelle humaine, que ça ne soit pas uniquement pour sortir des belles photos qu'on va montrer aux amis en rentrant, mais qu'il y a un vrai souci de rencontre. Enfin, donc il faut faire attention des deux côtés, d'avoir des touristes éduqués, qui ont une sensibilité à de dire on n'arrive pas en terre en conquérant, etc. On a le droit de tout faire, mais qu'on arrive avec humilité pour rencontrer des gens qui vivent une autre culture, et ça c'est aussi important. Nosotros las mujeres más antes de comenzar con el turismo trabajábamos mucho en los bordados, que tenemos la habilidad de bordar así, entonces eso también nos permitió a nosotros el recurso aportar a la familia un poco más por la educación, por la salud, con nuestra artesanía, vender a los turistas que nos visitan y hacer conocer y también compartir nuestra cultura, la vivencia, más que todo, tanto en la cultura, los conocimientos que tenemos, y entonces ese compartimiento y conocer también a los turistas del resto del mundo, que para nosotros es un orgullo, no sé, una felicidad grande que nos visita a San Clemente y que conozcan y también que vengan, ¿no? Y que nos visite, porque
tenemos mucho por compartir lo que nosotros tenemos y también hacer sentir como en familia de tan lejos que nos visita y acoger como mamás. My name is Tom. I'm from Belgium. I'm now here in Indisisa in 6 years. I arrived as a client, as a tourist. It's a project, it started with Belgians, but also with the people from Guamote. The idea has to be that people from Guamote can continue without or help, without neither donations or maybe from a hotel, from tourism. But without any help from outside. People from Guamote can own the place, can run the place, and it gets growing every year and every day. So the idea of Indisisa was and still is that we provide an additional form of education. We listen to the people, what's very important, what they need, and we look in what we can help. We started Indisisa as a mean to have an income, but now it's also a way to inform people from Europe, from other countries, to show them how life is here. En plus d'Emotion Planet, nous avons pu rencontrer Red Carabao et Kaya Kazia, d'autres initiatives basées aux Philippines, qui promeuvent le partage de leur culture et la découverte de la faune et de la flore locale par le tourisme communautaire. Terminons cet aperçu avec un passage en Inde et aux États-Unis, où nous avons interviewé un entrepreneur d'Hyderabad et de Jeune Bee Corporation de San Francisco pour aborder la notion d'économie circulaire. So that's where our bamboo journey started. So searching bamboo, so far said, we landed up in a very small tribal village in Northeast, where we saw that entire community of artisans were very much skilled, but they were only making baskets. And basketry was not giving them the required income to make a decent living. So that is when we decided, in West, especially abroad, people were making bamboo houses. So why don't we start a similar concept of building bamboo houses in India? The main thing which inspired us was one thing, it's a renewable source. Bamboo is, the more we cut, the more it grows. It's a grass. So that was what really interested us, and it's a very strong building material. And statistics reveal that more than 1 billion people in the world live in bamboo houses. So these were the few points, and the most important thing was livelihoods. 2 years back, we started working in plastic waste. Seeing so much of plastic waste getting generated due to consumerism in an urban lifestyle, we wanted to address that. So 2.5 years we back started focusing on developing products like building materials in plastic waste. So today we have a roofing sheet made out of plastic waste, flooring boards, flooring tiles, ceiling tiles, and footpath tiles, everything we have. So my interest was always working in villages with rural areas, and the end feeling that I am able to help environment and help somebody make a living. It's a great feeling because so many people get employed through our initiative. It's obviously a great feeling. So government is trying to educate people, but they really don't understand. So some government policies now we have seen in India, few state government has started banning plastics. When I started my journey, I was of the opinion that I cannot change anything. It's no point for me in trying. Afterwards, I realized no, that was wrong. Every person can be a huge change agent.
So it's about starting small. One small livelihood, one small, any small event can trigger something big. Sustainability is the most important thing, otherwise we are not leaving anything for ourselves or the next generation. So commerce and environment has to be hand in hand. Only commerce and only environment also will not work. So developing a model, a synergy between those two things is extremely important. So I hope younger generation and younger entrepreneurs get into the social sector, address some most important issues which the world is facing today, in the environment or anything literally. My name is Marcos Mafia. I'm the co-founder of Mafia Bags. What we do here is we upcycle materials and create new products with a big input of design. We have a whole line of bags made of upcycled sails. We started Mafia as a way to give a new life to our old sails. We thought these kites and sailboat sails that we used to go out into the ocean and had all these stories behind, and we've been like fighting the wind and the waves, couldn't just die after 2 years, even though they're not good enough for practicing the activity that they were meant for, right? So Mafia started as a way to give new life to our old sails, and it was just a group of friends rethinking and designing together this new way of upcycling and creating something unique, right? Also, if we were not here, probably these sails will sit in a garage for 2 years or a year, and then it will end up in the landfill. Upcycling for us is just to transform something and give just a new life, and just trying to keep the essence of the original material. So the whole idea of upcycling is that there's no process between the original material and what you create out of it, We see Mafia not only as a company that creates bags, we see Mafia as a way of, we say, rethinking material, and we expect in the next years to keep on doing many other projects to upcycle other materials, find customers that will engage with this new way of thinking and changing a little bit the way that other bigger companies approach the world and the market. We wanted to use upcycled materials, we wanted to keep our production local, we wanted to offer a lifetime warranty, we wanted to think about the shipment. So the nature of the company was very aligned to B Corp. So for us it was something very natural that we decided to become a B Corp. I think just thinking about sustainability when running a company, it's something that has to do with common sense in a way. We're just not isolated people in this world, we're just part of something bigger, and having that in mind when you run a business is very important. I feel like it just makes sense, I don't think it's an option in a way. I don't think people should think whether or not to take care of the environment while they're running their business. It's something that needs to happen if we want to just keep doing business in a way, right? Because otherwise it's a very short-term point of view. But in the long run, that's what will make you successful, and that's what will make you sustainable over time from every point of view. My name is Kyle Parsons, and I'm the founder of Indosole. I made my first trip in 2004. And I found a really unique pair of sandals that had a tire on the sole, and I was really intrigued by that. But I also observed a lot about Bali as a place and a pollution problem that they had while I was there. So I observed that there was a really bad pollution problem. There's also really great manufacturing, and that got me thinking about a product that could be attractive to the market for the future, which did two things: provided a person with a really comfortable pair of sandals, but also helped to curb a worldwide waste problem, which was based around tires. And what a lot of people don't know is that each year billions of tires end up in the landfill worldwide, and there's simply a better use for those tires, and we started making sandals and shoes with soles made out of tires. The way I see upcycling is taking original material in its rawest, purest form without manipulating it and giving that material a new use for a new purpose. So for example, we use tires, and this was the sidewall of a truck or a bus tire previously. We were able to take it and cut it out without manipulating it or melting it down at all, and then take it and die cut and make it into a shoe sole.
We created a mission at the beginning that if we could save hundreds of thousands or ideally even 1 million tires in the landfill over our lifespan, we'd feel really good about ourselves and giving those tires a new purpose. And so far, we've prevented over 100,000 tires from ending up in the landfill. Our new process that we've developed, you can make 6 pair of sandals out of 1 tire. On the side, we like to contribute to community programs which encourage people to recycle or upcycle or to reuse waste products in different ways as time goes on, and expanding our product line into other things beyond just footwear, potentially consumer goods type products where we can take waste tire and turn it into other things that are might be just like consumer goods, things you use around the house that don't really need to be made out of new material. And for a global mission, what we hope for is that people will adopt recycling and upcycling into their lives in different areas, and it will become less of a novelty and more of the norm as time goes on. Chapitre 4. Passage à l'action. L'irrigateur n'est pas une fin en soi. Ça a toujours été un moyen pour nous d'atteindre nos objectifs. Si on a voulu mener ce projet, c'est parce qu'on est parti du constat qu'on était encore trop peu à être conscient des problématiques de développement durable auxquelles notre société fait face, et encore moins de notre pouvoir d'agir. Aguerrer, c'est l'étymologie du terme « pousser à agir ». Et c'est ce qui nous a motivés à donner le nom d'Erega à notre initiative. Car ce qu'on veut, c'est sensibiliser nos pairs, les inspirer et surtout les pousser à agir. I like to ask myself the question, what makes me come alive? There are 3 P's that I've always wanted to live by in my adult life, and that's purpose, passion, and profession. You utilize your profession to earn a living, to pay your bills, to get some of the creature comforts in life that make you happy. But it's that passion that is the force behind your purpose. And oftentimes, folks work in a job, but are purposed and are passionate about something else outside of that job. And so what makes me come alive is the joy that I feel that my purpose, passion, and profession are married together. And so I get excited to be my whole self every day when I come to work. And so that's what makes me come alive. The message for the people is step by step. You don't need to hug the world for change them. If you go step by step, change ourselves first, bring this conscience, it's the first step, then you can do it step by step and change your family, your friends, your community, and save the world with step by step. Don't need to hug everything at once. Iceberg. Part of the iceberg was the rich people, then every year they become more rich. The other big part of the iceberg is the poor people. The people that need something. What the work did is, how can I become more equal? How can I develop something? Then the people can live together. Doesn't matter it's black people, white people, rich or is poor, is Jewish or is Catholic, is men or women. It means you need to develop the ecosystem that everybody can live together. What I have to share is when you're looking for social projects, more and more you need the very professional people for that. The new generation can look at that for a business.
The same as working the big companies, become the CEOs of the big company. You can create the startups, you can create the ONG for solve some social problem and develop that and making these projects grow and feels then you can change the world a little bit. And if everybody's change a little bit, you can change a lot. I would say, results are important, measuring your impact is important, having a vision for the future is important, but more important even is to focus on, the day-to-day, on the joy of the work. There is something inherently fulfilling about knowing that the work that you do can help you be part of a community and help others. That's one thing. The other thing I would say is I've had jobs where I had a good salary, where I didn't, have to, do work at home, where, my work was pretty simple, and I hated it. I was bored. Today I have a job where there's always something more to do, where there's always somewhere where I can contribute a little more, and it can be really tiring, but it's always interesting, it's always exciting, it's always rewarding. There's small to do. If you can just reach one person, at least you reach one person. So that's not something that you cannot stop you. The most important thing for me is that people in the whole world are all the same for me, but also they have to have the same opportunities, the same chances as everyone, and that's very important to be open, to look, to listen what the people need, and just go for it, don't think too much, and if you can help someone, help someone. So one person, it's one person more than before. I think that, and I think that's very important to know that not always you're gonna feel this motivation all the time. That you have to understand that a lot of times you're gonna make mistakes, or wrong things are gonna happen, or your projects are gonna fail. But you have to understand where you will find your energy to keep going. And this is understanding yourself and understanding why you're here and your purpose. C'est cool de montrer ce qui se fait à l'autre bout du monde, mais c'est encore mieux de vous donner des pistes concrètes qui vous permettront vous aussi d'avoir de l'impact sur votre environnement. Alors c'est le moment où on vous présente différentes possibilités de s'engager, avec vos moyens et à votre échelle. Voici notre top 20 toutes catégories, des structures engagées qui seront selon nous les plus à même de vous inspirer, de vous informer et de vous accompagner dans votre quête du changement et votre passage à l'action. Commençons par Enactus, notre référence dans la catégorie étudiants. Cette ONG présente dans 37 pays accompagne des milliers d'étudiants chaque année dans le développement de leurs projets à impact. Enchaînons avec l'incontournable Make Sense. Cette communauté engagée est déterminée à construire une société plus inclusive et durable grâce à l'implication de tous. Des conférences aux missions bénévoles, en passant par des offres de formation et d'emploi, vous trouverez forcément l'outil qui vous correspond le mieux pour passer à l'action. Place à nos références médias, Care News et Mediatico. Ce sont les médias des acteurs de l'engagement qui vous présentent quotidiennement l'actualité de l'ESS, du mécénat et de l'engagement sociétal. Poursuivons avec la catégorie réseau avec HEK, un des réseaux de référence à l'échelle internationale des acteurs de l'engagement. L'ONG est présente dans plus de 90 pays et connecte plus de 4000 entrepreneurs sociaux dans le monde, dont 72 lauréats français. Un top classement de l'ESS sans parler d'Impact France, ex-Le Move, ne serait pas un top classement de l'ESS réussi. Premier réseau lobbying et business des acteurs économiques à impact social et environnemental en France, le mouvement s'est donné pour mission de passer de la logique de pionnier d'entreprise à impact à la norme. Continuons avec la catégorie forum, avec notre trio constitué de Convergence et sa version pour la jeunesse Youth Weekend, Pro-Durable et Change Now, ces forums annuels réunissant les acteurs et les solutions de l'économie durable et inclusive.
Autour de la catégorie accélérateur et incubateur, où nous souhaitons volontairement vous présenter 4 acteurs, qui ont certes des approches et des méthodes d'accompagnement différentes, mais qui présentent pourtant tous un point commun, une volonté de former, de supporter et d'activer les talents de changemaker qui résident en chacun d'entre nous, afin de développer des projets qui contribuent à la construction d'un monde désirable pour demain. Il s'agit de Ticket for Change, Make Sense for Entrepreneurs, Life for Good et La Ruche Factory. Dans la catégorie écologie et solidarité, nous retrouvons le mouvement Les Colibris et la Fondation Terre Solidaire qui favorise et valorise l'action collective et les alternatives citoyennes au service de la transition écologique et au nom de la solidarité. Enchaînons avec la référence du bénévolat en France, France Bénévolat, le premier réseau de bénévoles en France qui vous permettra de vous engager à votre échelle et d'accorder un peu de votre temps à ceux qui en ont besoin. Le labo de l'ESS est notre référence Think Tank, qui construit par un travail collaboratif des axes structurants de l'économie sociale et solidaire à partir d'initiatives concrètes, innovantes et inspirantes issues des territoires. Poursuivons avec la catégorie publique, avec le CNCRES à l'échelle nationale et la CRES à l'échelle régionale, qui restent des références dans le développement et la promotion de l'économie sociale et solidaire sur l'ensemble du territoire. On termine avec la catégorie des inclassés et des inclassables tant leurs actions sont variées, où on retrouve 2 autres incontournables du secteur, le groupe SOS et Avise, 2 véritables hubs de l'ESS qui contribuent à l'intérêt général et à la transition écologique et sociale par la mise en place de dispositifs globaux. Enfin, passons à la catégorie application avec une solution qui nous tenait à cœur de vous présenter, J'agis. Nos équipes sont en ce moment même en train de développer cette solution digitale qui permettra à tout individu qui souhaite s'engager sans savoir par où commencer, de le faire de façon simple, ludique et rapide. Les plus-values de cette solution, une expérience personnalisée de l'engagement générée en fonction des passions et attentes de l'utilisateur, ou encore une map interactive réunissant tous les acteurs engagés autour de vous, et plus encore. J'ai enfin rassemblé tout le contenu de l'Ericatour. Maintenant, comment les sensibiliser et les pousser à agir? Que faire? Un livre? Un documentaire? Une exposition? Un film? Un film?